Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Manuel Pouchelet, expert en géopolitique. Bonjour Manuel. Bonjour à vous, Cyrus. Vous pouvez nous écouter en podcast. Après, si vous tenez absolument à voir la jolie chambre de ma fille et l'arbre de vie de Klimt derrière moi ou la belle chemise de notre élégante invité, faites-le en basse définition, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va faire une petite revue géopolitique avec plusieurs sujets, dont certains assez graves, que vous allez développer, Emmanuel. On va parler de l'effondrement du Liban, mais aussi les signes de résilience qu'affiche ce pays. On va faire une revue du Moyen-Orient, avec, selon vous, le grand perdant de l'affaire actuellement qui serait l'Arabie saoudite, et vous expliquerez pourquoi. On va parler de la géopolitique de Biden après ses premiers mois de présidence, qui, selon vous, reste encore sur la ligne de Trump sur certains sujets. On va parler de la redéfinition post-Covid de la notion de puissance, notamment au regard du binôme Chine-Russie. On va parler géopolitique du vaccin. On va parler enfin un peu plus de la France, avec la démonstration du déploiement de nos moyens militaires au service de la société civile, tel qu'on a affiché pendant la crise du Covid. Et enfin, on va conclure sur la préparation de notre armée de terre à une éventuelle guerre de haute intensité, un sujet qui a été révélé récemment au grand public. Et le tout en 1 heure chrono. C'est un sacré défi, mais Emmanuel, je ne doute pas que vous allez réussir. Avant d'embrayer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Pouchelet, spécialité en géopolitique. Au quotidien, je suis formateur en langue anglaise et intervenant auprès d'établissements de type business school. Et j'interviens aussi sur LinkedIn en termes de commentaires sur des questions géopolitiques, principalement axées sur le Moyen-Orient et plus précisément la zone Mashrek, donc Liban, Syrie, éventuellement in extenso Iran, Arabie Saoudite, Sultanat d'Oman, Yémen, Jordanie, Israël, bien entendu, Égypte. Voilà, c'est ainsi que je peux me présenter. J'ai également conseillé au sein d'une première partie de carrière au ministère des Armées des grandes institutions comme l'OTAN, comme l'ONU, pris part aussi en 2007 à la rédaction d'une petite partie du livre blanc sur la défense nationale et la sécurité intérieure, avec la menace terroriste, plus précisément sur la région du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, je suis suivi sur LinkedIn par des personnes qui s'intéressent à la géopolitique, axées sur des questions souvent critiques comme l'Iran, l'Arabie saoudite. Bref, pas mal de légendes qui ont besoin d'être démystifiées finalement. Ouais, puis vous montez en puissance, vous êtes de plus en plus invité pour livrer vos analyses. Vous êtes récemment intervenu sur Thinkerview en podcast pour Oui. livrer une analyse de ce qui se passe au Liban. Vous avez fait des conférences à l'école de guerre économique et à l'Institut des hautes études internationales et politiques. Donc voilà, félicitations. Merci à vous. C'était un honneur de leur présenter certains sujets qui intéressent auprès d'un public essentiellement averti, puisque les 2 dernières conférences étaient principalement consacrées au marché de l'armement au Moyen-Orient et justement avec cette dimension géopolitique qu'il faut prendre en compte pour nous, Européens. Parlons du Liban. Bon, voilà, on a un certain nombre d'auditeurs qui s'intéressent aux questions d'effondrement, de collapse, et puis ils se disent, ah, ça y est, Oui. voilà un exemple, Mhm. un effondrement bancaire, et puis des tensions communautaires, et puis la rupture de la chaîne Mhm. alimentaire, etc. Bon, ça, c'est un peu vu de loin. Quel est Mhm. votre regard sur la situation, sachant qu'évidemment, le Liban est en crise, mais montre aussi des signes de résilience? Alors, le Liban a toujours été comparé au phénix qui renaît de ses cendres depuis son existence, principalement suite à la période douloureuse qui était la guerre civile de 1975 à 1989 et les accords de Taïf pour se terminer en 90. Également la guerre des 33 jours en 2006 avec le Hezbollah contre Israël. Le Liban a subi une explosion qui a détruit une partie du port de Beyrouth le 4 août 2020. La situation est très critique puisque le pays n'y était pas préparé, mais en même temps démontre aussi une capacité de résilience où le Liban a à sa tête un gouvernement qui existe, qui sont en fait des anciens chefs de guerre, donc une société, on va dire, clanique.
La France a apporté son soutien immédiat 2 jours après cette explosion, avec la visite de Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, qui s'est rendu sur place pour apporter son soutien, qui a souhaité faire passer un message. Puisqu'au Liban, si vous voulez, c'est un État, malgré sa taille, qui est grande comme la Corse, la Gironde ou éventuellement l'Alsace, pour vous donner un ordre d'idée de sa superficie, est une caisse de résonance à lui tout seul du Moyen-Orient, puisqu'il y concentre 18 communautés religieuses de toutes sensibilités, musulmanes, chrétiennes, orthodoxes, avec les différentes branches, chiites, sunnites, orthodoxie, chrétien, culte latin, culte maronite. Bref, une communauté qui cohabitait et qui tout d'un coup s'est retrouvée mobilisée pour reconstruire ce Liban. Mais en même temps, il y avait une forme d'expression de la population contre ce pouvoir dont ils ont un petit peu de mal à se séparer, puisqu'il est jugé corrompu par la population libanaise, avec bien sûr à sa tête le président Michel Aoun, qui est un ancien d'une période heureusement révolue, qui était la guerre civile, mais qui tient toujours les ficelles de certaines relations avec les pays de la région. À l'heure actuelle, l'Occident a promis son aide au Liban, mais elle peine à arriver, puisque le pays est confronté à une obligation de résultat que l'on appelle des réformes. La communauté internationale souhaite des réformes. Alors, le fait n'est pas nouveau, puisque cela a été évoqué lors du congrès de Tunis de mars 2019, y compris la communauté arabe. La Ligue arabe avait demandé au Liban de se conformer, on va dire, un petit peu plus à la notion d'État, à une forme de transparence qui n'existe pas. Puisque la constitution de 1946 du pays répartit les pouvoirs de la manière suivante. Le président de la République est toujours de confession chrétienne, ça c'est inscrit dans les textes. Le Premier ministre est de confession sunnite et le président de la Haute Assemblée ou du Parlement est de confession chiite. Donc c'est une habile répartition des pouvoirs. En ce qui concerne le Liban d'aujourd'hui, la situation a empiré puisque le pays est soumis aux lois César américaines où la livre libanaise n'est plus convertible en dollars et depuis, on va dire, presque un an, les salaires des Libanais ont été divisés par 5. Donc en fait, le Liban fait face à une crise qu'a connue l'Allemagne, on va dire, d'autour de 1929, où aujourd'hui hyperinflation, effondrement du taux de change, voilà. C'est ça. Alors en fait, plusieurs conséquences. Les hauts fonctionnaires libanais qui étaient payés en dollars se voient payés en livres libanaises. Parce qu'il y a toujours eu deux monnaies au Liban, le dollar principalement, le dollar américain, je tiens à le préciser, et la livre libanaise pour les fonctions, on va dire, intermédiaires, professions intermédiaires. En revanche, pour donner un exemple concret, actuellement, le prix du croissant à Beyrouth, c'est 26 €, pour vous donner un ordre d'idée. Les salaires sont divisés par 6, il y a une pauvreté qui touche une classe moyenne, avec les risques de débordement. Ce qui veut dire que le pays est maintenant sous perfusion. On a par exemple l'armée libanaise. Comment ils font pour manger pour un pays qui est loin d'être autosuffisant alimentairement, dont le taux de change est effondré, qui dépend des importations extérieures? Comment ça tient debout? Alors c'est une excellente question. Actuellement, c'est la débrouillardise. Alors soit avec la bienveillance de la diaspora libanaise qui, avec cette inertie entretenue sur le plan local, commence un petit peu à se fatiguer, on va dire, de la situation. Ce sont des aides internationales. Je rappelle que le Liban, sur le territoire, c'est 4 millions de Libanais, sachant que le pays accueille 1 million de Syriens. Ne l'oublions pas. La diaspora libanaise, in extenso, c'est à peu près 14 millions d'individus répartis sur tous les continents et tous les points de la planète, si je puis me permettre. Et donc, c'est cette diaspora qui vient en aide. D'ailleurs, c'est cette diaspora qui est intervenue auprès du FMI, de la Banque mondiale, pour renégocier les prêts que le Liban a contractés, puisque maintenant, il est dans une situation déficitaire telle que ce qui est inquiétant en ce moment même sur Beyrouth, puisque j'ai un ami sur place qui vient d'y arriver, là, il y a un problème de produits alimentaires. Il n'y a plus de produits alimentaires. Donc là, quand on touche au cœur la population, dans les armées, on sait très bien que la population ne mord pas la main qui l'alimente. Pour l'instant, elle n'est pas alimentée, la population. Et là est le danger. On a vu l'intervention de la Turquie au niveau de l'armée libanaise qui la nourrit, il faut le dire, et une population qui fait face, parce que le Liban, en termes d'économie, est un pays de service. C'est-à-dire l'agriculture est très faible, et si on parle d'agriculture, c'est principalement des fruits et des légumes, et rien d'autre, peu de production de viande,
Et donc, c'est beaucoup d'achats à l'étranger, comme vous l'avez signalé, avec des importations conséquentes. Voilà. Actuellement, la situation est invivable. On ne sait pas de ce que demain sera fait, mais il y a toujours des généreux donateurs, notamment des puissances régionales. Et puis, bien sûr, le fameux Hezbollah qui est en autosuffisance avec la mainmise iranienne, hein, ne l'oublions pas. Voilà. La diaspora, je ne doute pas que si la même chose arrivait à la France, les émigrés français à Dubaï, pardon, pas les émigrés, on dit des expatriés pour les Français. Hein. Les expatriés, oui. Je fais un peu de sarcasme. Que les Français à Dubaï ou à Singapour viendraient en aide à leur pays d'origine, je n'en doute pas un seul instant. Merci pour cette revue. On aimerait creuser davantage, mais bien sûr. On invite les auditeurs évidemment à approfondir les recherches, à vous contacter pour en savoir plus aussi. Bien sûr. Parlons du Moyen-Orient, redistribution des cartes, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, nouveaux accords d'Abraham, etc. Bon, moi, j'y comprends pas grand-chose à bien dire. Sûr. Cette région, alors, éclaircissez-nous. Alors, en fait, le Moyen-Orient, si on va faire une revue un petit peu de catégorie, donc il y a deux grandes puissances que sont principalement l'Arabie Saoudite et l'Iran. S'ajoutent également des puissances régionales qui sont diminuées en ce moment à cause du conflit, que sont la Syrie, ne l'oublions pas, et s'invite aussi maintenant dans le débat la Turquie. Mais la Turquie n'a jamais vraiment été très admise au sein du Moyen-Orient, puisque les pays arabes ne la considèrent pas, enfin de la région je précise, hein, comme vraiment moyen-orientale, si vous voulez, en termes de culture, en termes d'approche, puisque l'Empire ottoman a quand même laissé des traces dans ces civilisations souvent millénaires, hein, et n'ont pas forcément été admis par les pays du Golfe aussi. Alors, en ce qui concerne le paysage du Moyen-Orient, aujourd'hui, il est très difficile puisque c'est une région qui, avec tant bien que mal, tente d'aborder sa transition énergétique. C'est-à-dire, la région a bien assimilé que le tout pétrole était terminé, notamment avec les principaux clients que sont les Occidentaux. D'ailleurs, à ce sujet-là, les prix du pétrole sont renégociés en permanence et ceux qui ont la mainmise sur ce prix du pétrole sont les Saoudiens. L'an dernier, en juin 2020, il y a eu un bras de fer sérieux entre la Russie et le prince héritier Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite sur les prix du pétrole, où l'Arabie Saoudite, pour une fois, a dû baisser sa garde face à la détermination du président russe, M. Vladimir Poutine. En ce qui concerne l'Iran, l'Iran actuellement est une puissance qui inquiète. On parle d'accord sur le nucléaire, on sait que c'est un pays sous embargo, mais c'est un pays au régime autoritaire où finalement il y a toujours une petite caste qui gravite autour des mollahs, donc des chefs religieux, qui ont été bénéficiaires. Et d'ailleurs, un diplomate iranien se moquant de Donald Trump avait dit « Mais comment voulez-vous contrôler un pays qui a 15 frontières ?» en termes d'investissement, d'achat, de transit. Et c'est toujours les mêmes qui sont bénéficiaires. Maintenant, l'Iran est quand même un régime autoritaire et une bonne partie de la population atteint des seuils de pauvreté, mais également réprimée avec une violence qui n'est pas diffusée puisque le contrôle des images et des accès Internet sont verrouillés par le régime. Ce qui est plus inquiétant, en revanche, et c'est ce rapprochement annoncé dès la semaine dernière d'un accord et d'un renouement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais ça, j'y reviendrai juste après. En ce qui concerne, en revanche, l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est le grand perdant de l'affaire? Oui et non. L'Arabie Saoudite, en fait, avec la crise de la Covid, n'a pas pu assurer le pèlerinage à la Mecque. Et comme tout bon pèlerinage ou comme événement religieux d'envergure, il y a également des messages qui sont passés et là, les pèlerins n'ont pas été présents pour des raisons sanitaires. Donc, ces messages de diffusion au sein de la communauté musulmane ou même d'autres communautés n'ont pas pu se faire. Et l'Arabie Saoudite, ne l'oublions pas, est un pays incontournable. Pourquoi? De la région, parce qu'elle a sur son territoire des lieux saints de culte de l'islam. Idem en Iran. L'Iran, avec Qom, c'est le berceau du chiisme. Donc, si vous voulez, ce sont deux puissances qui sont vectrices et porteuses de messages avec ces missi dominici que sont les pèlerins qui viennent se recueillir dans ces pays. Autre puissance très importante aussi dans la région, et là ça va me permettre de vous faire la transition, c'est Israël. Israël est une vigie qui, à ses pieds, à ses portes, a la menace directe de l'Iran, puisqu'on a la brigade Al-Quds, qui est une brigade militaire iranienne qui est à portée de tir de Jérusalem.
Donc Israël est également une puissance, est une vigie très importante au Moyen-Orient. C'est un lanceur d'alerte, mais c'est également un pays qui frappe. C'est un pays qui frappe et qui, pour aujourd'hui, frapper en Syrie pour réduire la menace du terrorisme et également pour réduire la menace de l'Iran, est obligé maintenant de passer par la Syrie qui ouvre l'espace aérien syrien. La Russie maintenant est le contrôleur de la Syrie. Bachar el-Assad est un vassal, mais finalement, ce monsieur Bachar el-Assad est encore utile à la puissance occidentale qui lutte contre le terrorisme. La Syrie, nous avons fait le bilan des années de guerre avec un bilan catastrophique, des millions de réfugiés dans les pays limitrophes, avec finalement peu de portée en Europe, quoi qu'on en dise, contrairement au discours habituel. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la Syrie est un État laïque, l'Égypte est un État laïque, l'Irak est un État laïque, et non des États religieux, comme certains pourraient le penser. En ce qui concerne Israël, la nouveauté, c'est l'administration de M. Trump qui a souhaité travailler avec les fameux accords d'Abraham en intégrant les Émirats arabes unis. Bon, cette intégration, en fait, a bouleversé le monde arabe parce que les Émirats arabes unis sont également un régime autoritaire, ne nous voilons pas la face, mais également ce partenariat avec Israël est un partenariat pour l'instant qui semble bilatéral. Mais l'avantage pour Israël, c'est d'avoir aussi un promontoire sur l'Iran, qui est juste en face, géographiquement parlant, du Golfe Persique. Cependant, les Émirats arabes unis s'exposent, puisqu'ils ne font pas l'unanimité dans la région avec certaines décisions. Et également, c'est intéressant, ces accords d'Abraham, puisque cela permet aux Émirats de préparer leur avenir de transition d'après-pétrole, puisqu'aujourd'hui, ils sont en compétition sur la ligne diplomatique avec le sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman est un pays dont on entend peu parler, mais c'est ce qu'on appelle un go-between, en bon français un entremetteur, entre toutes les puissances présentes au Moyen-Orient, où toutes sont reçues, y compris les puissances bannies de la Ligue arabe. Le Oman, du temps du sultan Qabouz, qui est décédé aujourd'hui, a reçu toutes les puissances. M. Bachar el-Assad, M. Benjamin Netanyahou, les mollahs iraniens, qui ne se déplacent pas, mais avec qui ils sont en conversation. Bref, tout ce panel de grands chefs politiques ou militaires, puisque n'oublions pas, ce sont des régimes autoritaires principalement, se sont déplacés. Le Oman a même failli basculer dans un jeu dangereux avec l'Arabie saoudite, avec le conflit au Yémen, puisque Oman était accusé d'être une base arrière pour les rebelles houthis qui, au Yémen, attaquent l'Arabie saoudite. Donc les Saoudiens avaient menacé directement Oman d'ingérence et d'islamisation, on va dire, de certaines emprises avec des écoles coraniques au discours musclé, et les Américains se sont interposés. Voilà. Donc, quelque part, le jeu politique maintenant américain dans la région est encore difficile à tenir, à observer. Monsieur Blinken, qui est le nouveau secrétaire d'État américain de l'équipe de Monsieur Biden, a annoncé officiellement recoller les morceaux. Alors, attention, les Américains sont comme les Allemands dans le suivi et la transition politique du pays. Certains dossiers, excusez-moi, restent pérennes. Vous avez annoncé, Cyrus, une forme de certain suivi de l'administration précédente avec Donald Trump. Certes, oui, il y a des positions qui, au niveau américain, vont rester fermes. Les Américains, pour l'instant, avaient annoncé il y a quelques années vouloir se retirer de la Syrie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait mainmise sur le pétrole en Syrie pour éviter que cette richesse ne devienne source de revenus pour l'État islamique. Et ils ont souhaité y placer leurs alliés saoudiens avec la société pétrolière Aramco pour gérer ces fameux puits de pétrole. Les Américains aussi ont des bases militaires stratégiques au Moyen-Orient, puisqu'encore cette région, en termes d'acheminement des ressources, est incontournable. On parle de Corne de l'Afrique, on parle du canal de Suez qui était à la une de l'actualité il y a encore quelques semaines avec ce fameux bateau porte-container qui avait bloqué l'accès. Ensuite, arrivent deux grands concurrents. C'est un peu exagéré de dire arriver, puisque la Russie et la Chine sont en train de s'approprier un petit peu de nouveaux États du Moyen-Orient.
On pense à l'Arabie saoudite qui pourrait passer, je le dis bien en conditionnel, sous giron russe. Et on a annoncé, et les accords ont été signés avec l'Iran, la République islamique, je devrais dire, et la Chine, puisque le pétrole iranien est à destination de la Chine, justement par ces nouveaux itinéraires des routes de la soie qui passent par la région. Donc le Moyen-Orient, pour ces futures années à venir, se cherche une transition avec une économie liée au pétrole. On sait que les Saoudiens, par exemple, se cherchent un nouveau savoir-faire comme de l'électronique, comme également de l'industrie militaire, puisque ces pays-là sont l'Arabie saoudite en termes de dépenses militaires à plus de 148 milliards de dollars, hein, ne l'oublions pas, sur un très court délai, sur une période d'environ 10 ans, mais également sont dépendants des puissances étrangères qui l'alimentent. On a pu voir il y a les risques de la dépendance avec, par exemple, le conflit au Yémen, où l'Allemagne a refusé de livrer des munitions et l'Espagne aux armées saoudiennes pour combattre les rebelles houthis, dit-on. Y compris, cela met en cause aussi la collaboration franco-allemande en matière d'armement, puisque les Saoudiens se sont retrouvés à un refus des Allemands de leur vendre des munitions, mais figurez-vous qu'il y avait des composants français à l'intérieur, et vice-versa au niveau de la France. Donc voilà, finalement, le Moyen-Orient est une région complexe et compliquée, si je puis me permettre, mais surtout, si je devais synthétiser la région, il y a deux réponses du Moyen-Orient à l'immixtion étrangère, américaine, européenne, russe et maintenant chinoise. C'est la volatilité extrême et la réversibilité. On peut le voir, il est difficile de définir à l'avance, on peut le voir notamment avec la Turquie de M. Erdogan, qui tout à coup a besoin de l'Europe pour ses munitions, puis tout d'un coup se fait boycotter par l'Europe, puis demande à la Russie, se fait livrer par la Russie, puis tout d'un coup change de portage et de paradigme et s'oppose à la politique de Moscou. Donc vous voyez, cette réversibilité, cette opportunité, cette volatilité sont les réponses des dirigeants moyen-orientaux aux immixtions étrangères. Ça, c'est important et c'est ce qui va dominer la région. Pour en revenir à M. Biden, tout simplement, je vous ai annoncé… Juste avant de poursuivre sur Biden, Oui. l'Arabie saoudite, et si vous pouvez conclure Oui. sur en quoi vous pensez qu'ils sont soit perdants dans l'affaire, soit du moins… Alors, oui. Alors, l'Arabie saoudite est avant tout un pays aussi très, très particulier qui pratique cette réversibilité. Il faut savoir que beaucoup d'États, sans le savoir, sont dépendants des Saoudiens dans la mesure où les Saoudiens investissent énormément d'argent dans leurs entreprises, ne serait-ce que les groupes pétroliers. Il faut savoir que certaines entreprises sont détenues à 50% pour les Saoudiens, par des Saoudiens, des entreprises étrangères, je précise, occidentales et même françaises. Donc, en fait, leur moyen de pression, le levier qu'ils ont sur l'Occident, ce sont ces investissements. L'Europe ne collabore pas, on augmente le prix du pétrole, comment ? En réduisant la production. Sauf qu'aujourd'hui, dans les prix du pétrole, intervient la Russie. M. Poutine s'est manifesté en juin 2020 et a eu un bras de fer avec M. Mohamed Ben Salman, dans la mesure où l'Arabie saoudite voulait augmenter les prix du pétrole, mais la Russie a dit non, dans la mesure où son économie est dépendante du pétrole, parce que ne l'oublions pas, la Russie est également sous embargo. En ce qui concerne cette perte d'influence saoudienne, c'est aussi une perte d'influence avec un rôle grandissant où l'Iran a de nouveaux adeptes. L'Iran a converti le Qatar, l'Iran a converti l'Irak, alors qu'en 1979, rappelez-vous, il y avait cette fameuse guerre meurtrière Iran-Irak. Donc, si vous voulez, il y a quand même un jeu d'échecs qui est en faveur de l'Iran, avec un guide suprême, Ali Khamenei, qui a toujours l'art et la manière de confronter, et c'est la stratégie iranienne d'ailleurs, de confronter les Occidentaux à leurs propres contradictions. Voilà. Moi, je ne donnerai pas mon avis sur le régime des mollahs pour des raisons qu'on peut imaginer. Néanmoins, j'attire l'attention sur le fait que si on cherche un autre beau cas de résilience, alors l'Iran, depuis 40 ans, ça se regarde. Une révolution, une guerre, des embargos internationaux permanents, de l'hyperinflation et de l'instabilité monétaire, des sécheresses, des inondations. Et pourtant, l'indice de développement humain a énormément augmenté depuis 40 ans. Donc, l'indice de développement humain, une espèce de mix de PIB, taux d'alphabétisation, espérance de vie. Bon,
ça vaut ce que ça vaut, mais ça ne veut pas rien dire. Donc ça se regarde en termes de résilience au moins des populations, mais aussi en quelque sorte du régime. Hein. Bon. Ce que je voulais dire quand même sur la transition après pétrole au Moyen-Orient, bon, moi je suis sceptique hein, sur ces histoires-là. Bon, déjà, le Moyen-Orient va avoir besoin de plus en plus d'énergie voilà, dense, pilotable, etc. Donc pétrole, gaz, pour avoir de l'eau, pour dessaler l'eau de mer. Donc tout ça fait avec un système d'éoliennes et de panneaux solaires, j'ai un doute. Sur la transition même mondiale, alors voilà, il y a un décollage, un début de décollage du véhicule électrique qui est le truc le plus facile à faire passer peut-être en renouvelable avec une électricité d'origine renouvelable. Pour le reste, des camions, des avions, des tractopelles, des camions malaxeurs de béton qui fonctionneraient entièrement à l'énergie éolienne pour fabriquer le béton et l'acier nécessaires à une éolienne dans des usines qui tournent à une électricité d'origine éolienne. Bon, je le vois moins ce système, que ce soit à brève échéance ou même physiquement possible. Donc, de mon point de vue, mais pas que le mien, c'est que le Moyen-Orient va continuer d'exporter du pétrole, puiser dans ses réserves, en avoir besoin pour s'adapter au dérèglement climatique, jusqu'à ce qu'on n'ait plus trop le choix et qu'on doive revoir nos niveaux de consommation et voir notre mode de civilisation autrement. Pour compléter votre intervention, il ne faut pas oublier que le prince. Alors, les Émirats arabes unis, l'air de rien, parlent peu parce que ce sont des gens qui savent. Je rappelle, il y a un sujet qui n'a pas été abordé dans la presse puisqu'elle était orientée Covid pour la Covid. Entre-temps, les Émirats arabes unis se sont dotés d'une centrale nucléaire pour produire l'électricité. Ce qui veut dire qu'ils ont les capacités de faire fonctionner ce genre d'installation, ce qui veut dire ils ont alors, des scientifiques qui sont formés pour cela. Et également, voilà, c'est la base. Mais également, pour continuer dans ce que vous venez de nous présenter, le pétrole ne disparaîtra pas complètement. Chaque pronostiqueur annonce il reste 100 ans, etc. Bon, je pense qu'en fait, il y a une déclaration très intéressante, une formule un peu sibylline du prince régnant sur les Émirats arabes unis, qui a dit « Le prestige que nous avons acquis et que nous bénéficions actuellement, d'ici quelques temps, sera terminé. » Donc, en fait, il est déjà en train de préparer sa société à l'après, avec peut-être moins de faste, puisque bien sûr, il y a tous les clichés qui entourent les Dubaï, enfin, toute cette région des pays du Golfe où le prix de l'essence est à 30 centimes pour du samplon 98, ou voire même un peu moins cher ou plus cher en fonction des prix du dollar. Mais également, voilà, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience collective dans ces pays où, par exemple, il y a un message qui est adressé dans cette région. Quel prix de l'immobilier? Il faut savoir qu'aux Émirats, il a chuté de 20%. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça prouve qu'il y a une transition. C'est une des variables d'ajustement. Pour en venir sur l'Iran, bon, sans faire de politique et en tant qu'observateur de géopolitique, c'est une société qui est résiliente, mais il faut savoir que c'est le premier pays au monde, si je ne m'abuse, qui a la population qui a le plus grand nombre de doctorats, et de doctorats, non pas honoris causa, mais de formation, en termes de formation et de parcours académique, il faut le savoir. Après, attention, le régime, les grands bénéficiaires sont les adeptes du régime. La population iranienne, si vous voulez, il y a un petit peu deux parties. Une partie qui est proche du régime et une autre qui l'est un peu moins, mais qui en reste bénéficiaire. Mais avec les derniers événements juste vivre sa vie et s'en sortir. C'est ça. C'est toujours important de s'en sortir, c'est ça. Ce milieu qui est peut-être dominant. C'est ça. Qui veut aussi rester en dehors des ennuis. On est bien d'accord. Oui, mais c'est vrai que moi, par exemple, connaissant dans mon réseau des personnalités iraniennes connues, c'est vrai que c'est devenu un sujet très délicat, surtout depuis que le régime est devenu très autoritaire, avec ses répressions de manifestants très violentes. C'est un signe. C'est un signe. Oui, mais là, il y a quand même il y a un cap qui a été franchi, et un cap assez inquiétant. Malheureusement, la Covid nous en a détourné. Mais là, je préfère plutôt laisser nos auditeurs à se reporter aux derniers écrits disponibles en ligne sur les réseaux ou les échanges avec des spécialistes de la région
où moi, mon expertise est principalement axée sur le Liban. Ne l'oublions pas. Bon, encore un petit mot sur l'Iran quand même, parce que ça me parle. Non, Oui, vous ça vous parle, je sais bien. Oui, ça me parle. C'est bien. Non, mais c'est vous l'invité, vous dites beaucoup de choses que j'ignore en fait, Oui. donc c'est très bien. Non, sur les libertés civiles, en quelque sorte, contrairement à l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur, sous Ahmadinejad au milieu des années 2000, j'espère ne pas faire d'erreur. Oui, c'est Mine 2009. de rien, certaines mœurs ont pu se libéraliser. Tout à fait. Je veux dire, l'époque où la brigade des mœurs, on va traduire ça comme ça, débarquait en pleine fête, arrêter des gens, les fouetter. Voilà, il y a beaucoup moins de ça. Enfin, j'en entends du moins plus du tout pas parler. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais du moins, ça n'a plus rien à voir. Arrêter un couple dans la rue pour lui demander ses papiers de mariage, voilà, j'en entends plus beaucoup parler. Bon, non plus. Ça, c'est un volet sur lequel il m'est plus difficile de m'exprimer. En revanche, ce que je peux dire, et ça, notamment pour les observateurs israéliens, il faut faire très attention. Il faut savoir que l'Iran, le marché iranien est supérieur au marché saoudien en termes de revenus. Donc, cela attire les convoitises de sociétés occidentales, notamment la France, parce que la France a été désignée pour équiper et revoir le système par une filiale de la grande compagnie ferroviaire que nous avons, la gestion des trains sur la gare de Téhéran. Une grande société un grand groupe hôtelier a été également désigné pour la rénovation du parc hôtelier dans le pays. Donc, si vous voulez, l'expertise. Après, ce que l'on ne dit pas aussi, puisque ce sont des sujets pas forcément empreints de confidentialité, mais ce qui est important aussi, c'est que, par exemple, les Américains interviennent énormément en Iran. Et le fait qu'ils s'affrontent sur le paysage médiatique, c'est un espèce de chiffre rouge que l'on agite pour détourner l'attention. Il faut savoir qu'ils sont en négociation, notamment avec les Turcs et les Iraniens et l'Irak, sur cette possibilité, et qui fait peur à toute la région de Kurdistan. N'oublions pas que dans le conflit syrien, les Kurdes ont défendu bec et ongle leur territoire, c'est-à-dire sachant que même Bachar el-Assad a souhaité leur présenter son concours, sachant que derrière, il va bien sûr les éliminer de l'équation. Mais bon, vous savez, croire le régime Assad, c'est un peu difficile. Mais c'est ce que j'ai exposé auprès de nos auditeurs, c'est cette réversibilité permanente et opportunité. Voilà, ne l'oublions pas, pour démystifier un petit peu certains sujets, il faut aussi aller lire dans la presse internationale ou éventuellement sur la presse web. Alors, bien entendu, les mines d'informations, si je puis me permettre, se trouvent principalement en langue anglaise. Donc, le non-locuteur en langue anglaise se verra très limité, puisque les publications en langue française sur la région concernent principalement des instituts renommés que nous avons sur Paris et région parisienne, qui publient finalement peu d'écrits sur cette région, parce que pour comprendre cette région, les meilleurs experts vous diront également qu'il faut parler la langue. Courrier international qui traduit des articles de la région, non Courrier international est une presse intéressante. Maintenant, ça reste une presse dite généraliste. Vous n'aurez pas dans les analyses de Courrier international des analyses politiques et géopolitiques telles que l'expert que je suis souhaite rechercher. La plupart du temps, moi, les informations transitent par des gens de mon réseau. C'est-à-dire des gens qui sont soit en mission ONU, soit en mission OTAN, soit qui sont même sur place, qui sont résidents. Et c'est vrai que la source ouverte, comme on dit dans le renseignement, elle est accessible, il suffit de faire les bonnes recherches. Il suffit également de se rapprocher, pour les auditeurs qui s'intéressent à ces questions, de se rapprocher des grandes instances internationales que sont par exemple l'ONU, les actions de l'ONU, et ensuite de faire des recherches avec des mots-clés anglais. Parce que l'avantage du Moyen-Orient, c'est que c'est une région qui parle parfaitement l'anglais. Donc à défaut de parler l'arabe, vous avez également une facilité d'accès, comme des journaux comme Gulf News sur les Émirats ou l'Arabie Saoudite, surtout l'Arabie Saoudite, qui peuvent donner des médias. Mais attention, il faut prendre du recul, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes doutent. Donc, il faut prendre du recul, comparer, prendre du temps pour comparer, lire et analyser et se faire sa propre idée. Si on poursuit, alors,
Je ne sais pas si on approfondit sur la géopolitique de Biden hors du Oui, Moyen-Orient que vous avez décrite. Est-ce oui, qu'il y a d'autres oui. aspects, d'autres manifestations de la direction que ça pourrait prendre ailleurs qu'au Moyen-Orient? Alors oui, bien sûr. Alors, M. Biden, bon, vient d'arriver. M. Biden hérite de l'administration Trump et il y a une volonté affichée quand même de faire volte-face. Le problème, c'est que faire volte-face, c'est difficile. Actuellement, M. Biden a quand même son secrétaire d'État, M. Blinken, qui parle français d'ailleurs, est très occupé, comme il a dit, à recoller les morceaux, c'est-à-dire à réparer ce qui a été détruit, fracturé, cassé par les administrations précédentes, démocrates inclus, ne l'oublions pas. Actuellement, M. Biden est occupé avec, d'ailleurs, la stratégie américaine depuis 1945, et notamment au niveau de l'Europe, et principalement, écoutez, il faut que vous assumiez vous-même votre propre défense. Et ça, on est en train de le voir de manière assez dangereuse et en train d'y assister, puisque maintenant, non seulement les États-Unis sont occupés au Moyen-Orient, nous le savons tous, mais surtout, la Chine leur a donné rendez-vous avec Taïwan. Bon, dans l'agenda chinois, Taïwan est une reprise qui est prévue, qui a été énoncée par le président chinois, M. Xi Jinping. C'est un sujet qui est clair. Pour moi, avoir été en mission ONU avec des officiers chinois, ils m'ont toujours dit Taïwan, c'est la Chine, avec une certaine fermeté dans le ton. Mais en même temps, M. Biden a demandé, mais enfin surtout l'administration d'avant, M. Trump, vous êtes bien informé que ces derniers temps est arrivée une nouvelle arme que sont les missiles hypersoniques. Bon, et les États-Unis ont lancé. Développé en premier par la Russie. Hein, donc oui, oui, bah justement, c'est on la ça. qualifie d'arme absolue, donc la C'est trajectoire ça. est imprévisible. Voilà, il faut aller regarder C'est un peu ça. les détails sur Oui, Internet. alors, après il faut surtout se souvenir euh, de la question du sénateur King auprès de l'amiral Gilday, notamment lors de la dernière construction du porte-avions Ford, a dit un missile hypersonique arrive sur votre porte-avions dans 20 minutes. Que faites-vous? Bonne question. Donc en fait, voilà, bonne question. C'est vrai que l'amiral a une réponse confusante. Je rappelle que dans le porte-avions, en termes de géopolitique, comme disent les Américains, c'est le prolongement armé de leur politique étrangère. Une puissance de porte-avions, d'ailleurs la France est en train d'en concevoir un nouveau, pour succéder au Charles de Gaulle, mais ce qu'il faut retenir, c'est toujours un message politique clair. C'est l'affirmation ça fait partie maintenant des critères de puissance. Et nous le verrons plus après dans notre entretien, les critères de puissance sont réévalués depuis la crise de la Covid. Et ça, nous le verrons après. Maintenant, pour revenir à la politique de M. Biden mobilise aussi ses alliés. M. Biden a mobilisé le Japon, notamment pour faire le travail sur le missile hypersonique. Ça, personne ne le sait vraiment, à part certains experts du milieu qui restent très fermés. M. Biden demande à la Corée du Sud de renforcer ses capacités d'intervention. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la menace nord-coréenne. Donc en fait, M. Biden fait appel à ses alliés. M. Biden est un peu aux abois. M. Biden a clairement fait comprendre, tout comme tout le discours des administrations précédentes, que les Américains ne pourraient pas venir en aide à tous les pays dont ils sont censés apporter le soutien. Nous le voyons en Europe. Regardons, ils ont déplacé leur centre de gravité d'Allemagne en Pologne suite à un désaccord avec l'Allemagne sur une politique et une participation au budget de l'OTAN. Donc, si vous voulez, voilà, les Américains font comprendre à la communauté internationale qu'ils ont besoin d'aide à leur tour. Et cette aide passe par la mobilisation de toutes les bonnes volontés pour venir également en complément dans les régions d'origine. C'est-à-dire qu'on voit par exemple que la Chine déploie la stratégie du collier de perles, donc c'est-à-dire de se déployer maintenant en Asie du Sud-Est et dans toutes les grandes capitales asiatiques avec cette forme d'influence qui ne dit pas son nom. La Chine également a multiplié par 2 ses capacités militaires au niveau de la marine et puis des avions de dernière génération. Donc attention, c'est un message clair, mais n'oublions pas, ce message clair, il y avait une excellente émission qui avait été diffusée sur une chaîne franco-allemande que nous connaissons tous, et c'était intitulé Le monde selon Xi Jinping. Elle est encore disponible sur un streaming que nous connaissons également. Et c'est une émission que j'invite tous nos auditeurs à aller regarder, mais en même temps avec un œil d'aujourd'hui, puisque sur certains sujets, c'est un petit peu passé.
d'autant que nous serons amenés, là, dans notre entretien, à reparler de la géopolitique du vaccin. Oui. Et il faut dire que la Chine est devenue maintenant un acteur incontournable de la scène internationale, c'est-à-dire de son statut de puissance émergente, elle est passée à un statut de grande puissance, et ce depuis quelques années. Et rappelons-nous l'ouvrage d'Alain Perfit, Quand la Chine s'éveillera. Voilà. Peut-être vous parliez des moyens limités pour maintenir la paix dans le monde et dans certains cas, Oui. voilà. Donc ça questionne la position de gendarme du monde, que l'Amérique n'est d'ailleurs pas seule. Hein. La France est un petit gendarme du monde aussi, et sur certains théâtres d'opération est amenée à intervenir. Quid finalement du droit, alors, je ne sais pas si soit droit d'ingérence, soit même sans ingérence, même quand on fait appel. Est-ce que ça marche finalement? Enfin, quand on voit l'Afghanistan, la Libye, l'Irak, c'est pas forcément fameux. Alors le Mali, peut-être mieux quand même. Enfin, je me demande ce qui serait passé si la France n'était pas du tout intervenue, qu'est-ce qui serait passé. Et inversement, dans un exemple comme le Rwanda, où il aurait quand même fallu intervenir, ne serait-ce que pour couper les routes, pour empêcher le génocide, on n'a rien fait, on a contemplé. Donc bon, ça questionne quand même sur toute cette affaire. Ça tombe, les États-Unis, gendarmes du monde, ça tombe bien, c'était une question d'évaluation, moi, lors de mon concours d'interprète pour l'OTAN. Les gendarmes du monde, en fait, n'oublions pas que le gendarme sanctionne, mais le gendarme est aussi un intervenant pour ramener le calme et la paix. Et il faut dire aussi que dans la logique américaine, le gendarme du monde, ce qu'il voit, c'est faire tourner son industrie de l'armement. Et pour les Américains, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale. S'il n'y a pas un conflit ou une zone… ça ne sert à rien de dépenser des centaines de milliards s'il n'y a rien. Le seul président américain qui a parlé des dépenses astronomiques pour l'Irak, excusez-moi, et l'Afghanistan, c'est Donald Trump, parce que c'est un homme d'affaires, chose que n'étaient pas ses prédécesseurs. Ils avaient des profils différents, principalement des politiques. Alors que Donald Trump est un homme d'affaires, il vient du monde immobilier où c'est des requins, comme ils disent dans ce secteur. Donc forcément, lorsqu'il a parlé dans ses discours, il y a des émissions un peu plus confidentielles qu'on trouve sur cette plateforme en streaming que nous connaissons tous, où justement, il parle des dépenses, des 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés à perte au Moyen-Orient, alors que cet investissement aurait pu être réinjecté dans une économie américaine, notamment de développement ou de consolidation, puisque lorsqu'il a pris le pouvoir, n'oublions pas que le réseau routier était dans un état de décadence assez avancé. Bon, bien sûr, ça faisait suite à la chute du pont Morandi à Gênes. Mais quelque part, c'est ce qui est intéressant d'observer dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde de demain qui se dessine, l'Occident, les valeurs que porte l'Occident, n'oublions pas qu'à la guerre, on défend sa maison et ses idées, n'est plus recevable. Je le dis depuis toujours au Moyen-Orient, les acteurs ont leurs solutions. Maintenant, pour répondre un peu aussi à votre question, je pense conclure avec un proverbe africain, aller lentement n'empêche pas d'arriver. Je vais peut-être aller un petit peu vite sur le Mali avec un point de vue un peu simpliste, mais qu'est-ce que vous en dites de la situation mais après, on passe au point suivant. Bien sûr, la région du Mali est soumise malheureusement au djihadisme. Alors, qu'est-ce qui a contribué à cette affaire-là? Il y a plusieurs réponses. Déjà, la Libye. La déstabilisation de la Libye avec l'élimination du colonel Kadhafi. Bon, forcément, des pays déstabilisés. Et là-bas, n'oublions pas, dans cette partie d'Afrique, on vous trouvait principalement des populations dites nomades. Le fléau de cette région d'Afrique, moi, je ne peux pas tellement parler en connaissance de cause parce que c'est très éloigné de mon cœur d'études. Maintenant, j'ai de la chance d'avoir des amis au Burkina Faso. De très longue date, ce sont des amis de mes parents qui se connaissent depuis plus de 60 ans maintenant. Ce qui est intéressant, et une réponse de mes amis sur place m'a dit, Manuel, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Puisqu'aujourd'hui, au gamin, on lui dit, tu veux manger, eh ben, tu vas mettre une bombe à tel endroit et on va te donner X francs CFA. Voilà. C'est ça, c'est la pauvreté. Il y a aussi l'absence de l'État. L'absence de l'État, n'oublions pas que l'État, à cause de cette pauvreté, n'est plus capable d'assurer ses fonctions régaliennes. L'éducation, la sécurité et d'autres thématiques. Je le vois très bien, moi, dans ma région d'études, qui est le Liban.
et le Mashrek. Ce qui fait la puissance du Hezbollah, c'est que l'État libanais n'existe pas, mais le Hezbollah est un État dans l'État. On parle de proto-État, c'est-à-dire, comme on a pu le voir avec l'État islamique, avec une capacité d'avoir des soins gratuits. Tous les bénéficiaires des services de Hezbollah, la seule contribution, c'est d'offrir, si je puis me permettre, un fils pour remplir les rangs de l'organisation terroriste. Mais quand vous regardez bien, finalement, ce qui se passe en Afrique et ce qui concourt à la réussite du djihadisme, c'est cette pauvreté, c'est cet État qui n'est plus présent, et puis bien entendu, alors ça va faire bondir pas mal de monde si je dis ça, c'est aussi l'ingérence occidentale qui maintient au pouvoir des chefs africains que la population ne veut plus. Il y a ça aussi qui contribue à cette accélération. Ne l'oublions pas, il y a eu un très beau film qui dépeint très bien la situation, c'est Timbuktu. Voilà. Là, c'est l'illustration parfaite de ce qu'il se passe. Maintenant, aujourd'hui, étant en relation avec des spécialistes de la région qui sont sur place depuis plus de 40 ans au Mali notamment, moi je l'ai constaté, leur discours est celui que je viens de vous délivrer, c'est-à-dire un discours de tant qu'on maintient au pouvoir des personnes dont la population ne veut pas, ça ne fonctionnera pas. C'est ce qu'on appelle de l'ingérence. Bien sûr, vous avez entendu dans les médias ce fameux dossier très sensible qui est la France-Afrique, avec ses répercussions, nos entreprises qui viennent pour les mines d'uranium au Mali notamment, et ainsi de suite. Donc là, pour cet aspect des choses, je préfère plutôt orienter nos auditeurs à la lecture d'articles de presse et également d'articles auprès d'organisations non gouvernementales et des spécialistes de la région. Tous les spécialistes de la région pour le Mali, pour ceux qui ont un compte LinkedIn, LinkedIn finalement, je m'y suis mis sur le tard, ça fera 3 ans cette année que je suis présent, mais on y retrouve énormément d'informations si vous vous abonnez à des hashtags géopolitiques, hashtags telle ou telle région du monde. Je préfère plutôt orienter nos auditeurs à la consultation de ces articles qui sont souvent, je dis bien qu'ils sont souvent, d'excellentes factures et qui sortent un petit peu des chemins traditionnels. Oui. Super. Avançons, c'est passionnant, bien sûr, cette question de la redéfinition post-Covid de la notion de puissance. En quoi est-ce que les cartes sont rebattues Je vous en prie, allez-y. Alors, les cartes sont, la Covid, en fait, est un événement planétaire. On a pu y voir la redéfinition de la puissance. Alors, et ses capacités de résilience, comme on dit, c'est-à-dire la capacité de se relever après un coup porté ou un coup reçu. En ce qui concerne la Covid, la redéfinition de la puissance, on avait toujours les vecteurs traditionnels, l'armée, l'économie, le PIB, le PNB, enfin bref, toutes ces données traditionnelles. Maintenant, s'ajoute la capacité à gérer une pandémie. On oublie trop rapidement un événement de 1914-1918 qui était la grippe espagnole. Ça, on l'a oublié. Et on oublie les études, comme par hasard, se sont, on va dire, effacées. On n'a pas vraiment d'infos, même si aujourd'hui on a accès à des archives, sur comment nos anciens ont géré cette pandémie aussi, puisque la grippe espagnole a fait nettement plus de morts que la Covid. Mais en attendant, il y a une redéfinition de puissance, c'est-à-dire la capacité des États à mobiliser leur économie pour faire face, puisque regardez les conséquences que nous avons. On nous parle de télétravail, on nous parle de chômage partiel, donc il y a un impact économique. On nous parle également de dépenses, puisque les malades de la Covid, c'est une dépense pour le contribuable. Oui. C'est une dépense pour la société, avec des tarifs que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Donc, en fait, on a fait tourner la planche à billets aussi pour y faire face. On a également, on parle de notion de puissance. La notion de puissance s'exprime aussi par ces capacités qu'ont les États à établir des relations. On a pu voir, ça me permet de faire la transition avec ce que vous avez annoncé dans votre agenda, également avec la redéfinition des relations internationales entre pays européens, où il y a eu des crispations. Il y a eu par exemple, on sait pertinemment que pour se procurer des masques, pour se procurer des appareils, des ventilateurs, etc., il y a des pressions entre États européens auprès des fournisseurs chinois. La Chine a démontré sa capacité d'adaptation et de résilience, puisque c'était l'usine de production mondiale, la Chine. Elle a montré son rôle. Maintenant, il y a un concours qui n'a pas dit son nom. On sait pertinemment que dans le discours du président de la République française, il y a cette volonté d'Européens, chose dont le citoyen français croit peu finalement, puisqu'on n'en voit pas au quotidien, on pense plutôt au mot MAUX,
qu'aux avantages. N'oublions pas que l'Allemagne a accueilli des patients français. N'oublions pas qu'il y a eu des aides entre pays européens, même si l'Italie a été touchée, elle s'est retrouvée isolée. L'Espagne a été touchée, elle s'est retrouvée isolée. Pensez au début de la crise de la Covid, c'était très difficile. Et pourtant, ce sont des pays dits riches qui, tout d'un coup, se sont trouvés quasiment rétrogradés, pour ne pas dire concurrencés, par des puissances dites émergentes. Qui non seulement ont plus facilement mis la crise sanitaire derrière eux, parce qu'ils étaient plus prêts, etc., mais en plus ont fourni tout un tas de produits pour que nous, on s'en sorte. Tout à fait. Alors vous parlez des masques, c'est Parlons du vaccin. Bon exemple. On peut parler, alors le vaccin, au moins l'Europe a montré un peu plus de capacité à les fabriquer elle-même, à les développer. Et la Russie est capable. Vous voyez, il y a un tour. Là, je reviens à cette notion de puissance. La Russie a toujours été une grande puissance, même si certains, on va dire, l'invectivent dans leurs propos souvent maladroits. Mais n'oublions pas, par exemple, Sputnik, c'est une réalité. Où est le vaccin européen? Où est-il? Où est-il? Où est-il? On parle de Pfizer, on parle de Moderna, on parle d'AstraZeneca, bref, tout ce qu'on veut. Où est le vaccin européen? Sputnik est un vaccin russe. Et ce n'est pas un mélange de combinaison des vaccins que je viens d'évoquer. On parlera un petit peu de géopolitique du vaccin, mais effectivement, dans cette crise très intéressante, alors elle induit beaucoup de souffrance, etc. Évidemment, après, c'est une période où effectivement, on sent qu'on va vers autre chose. Il ne s'agit pas seulement de retrouver le PIB, comme vous disiez, mais de maintenir un système en état de fonctionnement en cas de crise systémique, parce qu'on peut en imaginer d'autres. Et ça, c'était une pandémie qui menaçait de faire rompre les chaînes alimentaires, de saturer les hôpitaux, de créer tout un tas de blocages. Alors moi, je pense que en partie, si on s'en est quand même un petit peu sorti et que ce ne fait pas plus grave, je me dis, sans Internet, c'est-à-dire dans les années 90, ça m'étonnerait qu'on aurait confiné, c'est-à-dire là, l'économie mourrait complètement. Là, au moins, avec Internet, on a non seulement pu faire tourner, continuer de faire tourner beaucoup de pans de l'économie, sans quoi ça s'effondrait encore plus bas, mais aussi avec une agilité très impressionnante, commencer à créer des dossiers d'aide sociale à des gens qui étaient inconnus des services, enfin, du jour au lendemain, commencer à transférer de l'argent à des entreprises qui n'avaient plus de trésorerie. Enfin, ça, je me dis, sans cette technologie-là, et cette technologie-là, on n'est pas du tout souverain dessus. Et n'oublions pas aussi quand même le propos originel du président Macron. Nous sommes en guerre. Et on a pu démontrer, et ce qui est très intéressant d'observer, peu importe que nous soyons citoyens, experts ou peu importe le domaine, c'est qu'on a vu cette capacité d'adaptation de la société. On a demandé des efforts en français, on a demandé des efforts aux entreprises, on a vu comment ces gens-là ont su s'organiser. On parle maintenant d'une société Internet, comme vous étiez en train de le dire. Regardez, pour certains secteurs d'activité, pour qu'ils puissent survivre, je dis bien survivre, avec la vente à emporter et tout ça. C'est bien la démonstration d'une réussite et d'une adaptation, chose qu'en temps normal, on n'aurait pas pensé. Il y a bien une redéfinition de la puissance. Et je pense qu'aujourd'hui, la puissance, comme disait plus ou moins une équation darwinienne, ce n'est pas le plus fort qui résiste le mieux, c'est celui qui s'adapte au changement. Et ça, je pense qu'il faut le retenir dans le cadre de mon intervention et dans le cadre de la Covid. C'est tout à fait ça, ce qu'il faut retenir. C'est cette phrase-là. Je pense, le Brésil est très affaibli. J'imagine qu'il y a quand même moins de... Enfin, si le Brésil commençait à faire tourner la planche à billets comme nous, la confiance internationale peut-être serait érodée, alors que peut-être l'Europe peut se permettre effectivement de refinancer sa dette par de la dette, parce que le reste du monde se dit, bon, c'est quand même l'Europe, c'est solide, etc. Enfin, tout ça, on est un peu dans une fiction aussi qui a l'air d'être basée plutôt un peu sur la confiance internationale. Là, on se dit, bon, tous les grands blocs économiques du monde impriment de l'argent, donc ça va. Les taux de change ne s'effondrent pas puisque tout le monde fait pareil, mais, on est dans l'inconnu là quand même sur cette affaire. Pour l'instant, on est dans l'inconnu, on vit un peu dans le monde virtuel, on vit un peu au quotidien. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un jour cette dette, on va nous la rappeler, il faudra la payer. Je sais même pas. Et on ne sait pas. Maintenant, ce que la Covid démontre en termes de notion de puissance, et là, il faut faire très attention, c'est qu'il y a une partie de l'économie qui est mobilisée pour la santé et la survie de la population. Et cette économie n'est pas mise, par exemple, dans l'entretien d'un système de défense. Et là, ça devient inquiétant.
on parlait de technologie dont on est très dépendant vis-à-vis de l'extérieur. Parlons de pénurie de Oui, semi-conducteurs. Il y a des oui, pénuries sur beaucoup d'autres produits. Bon, les vaccins, le bois, l'acier, les vélos. oui, Donc, tout le monde se met au vélo et c'est oui. La Chine ne peut pas suivre. Bon, le polypropylène. Bon. Non, juste Mhm, si on prend les semi-conducteurs, donc Taïwan en fabrique les deux tiers pour mhm, le monde. Si j'ai mhm, bien compris, on avait peut-être sous-estimé la vitesse de la reprise et de la demande. On avait un peu laissé dormir les mhm, capacités de production. On est un peu pris de court. mhm, À cela mhm, s'ajoute, je lis ici et là, une sécheresse à Taïwan mhm, qui obère un peu une autre partie de mhm. la capacité de production. Oh, Oui. votre regard là-dessus en termes de géopolitique, sur ce que ça Alors, incarne? oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, moi, je vois beaucoup d'articles passer avec une forme d'ironie, parce que bon, la géopolitique, c'est quand même une science hein, qui englobe la géographie, les études statistiques, l'économie, l'histoire. Et là, maintenant, on parle de géopolitique du vaccin, géopolitique des Mm. matériaux, bientôt géopolitique des transports, et qu'est-ce qu'on va encore nous inventer? Géopolitique du vélo, presque. Hein. Bon, bref. Bon, c'est la petite pointe d'humour. Maintenant, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vrai. En fait, cette histoire de semi-conducteurs est inquiétant. On l'a vu cette semaine avec l'annonce par un grand fabricant d'automobiles français, un constructeur, qui est obligé de revenir aux compteurs à aiguilles et non digitaux. Bon, c'est un petit peu l'image d'Épinal, ça. Mm. Mais ça veut dire qu'il y a quand même, ce qui est inquiétant avec les semi-conducteurs, bon, ça nécessite déjà des minerais et des terres rares pour les fabriquer, ne l'oublions pas, chose que les personnes ne savent pas. Les capacités de production sont celles qui existent, mais qui finalement devraient être décuplées. Mais aussi, qui dit capacité de production dit également des personnes qui sont formées et des personnes qui maîtrisent aussi. Mais en même temps, ça pose le problème du recyclage. Mhm. C'est-à-dire que le recyclage, pour l'instant, est une filière encore mal maîtrisée Ah dans oui, ce secteur. on parle Parce qu'il y d'économie a des. circulaire, mais on n'est pas Voilà, c'est encore ça. contraint de le faire. Bon, C'est c'est un peu du ça. greenwashing, Mhm. mais un jour, peut-être C'est qu'on sera ça. contraint. On n'a plus le choix, il faut Mais, recycler. non, non, il y a des acteurs du recyclage qui sont des acteurs incontournables, comme une société française très connue qui déconstruit et qui mise sur cet aspect du recyclage, notamment de l'or et de tout ce qui est la filière informatique. Et ça reste encore confidentiel. Mais c'est une grande entreprise française qui investit énormément et qui a bien pris en compte cette problématique. Maintenant, les histoires de matériaux, là, j'entendais encore hier aux informations, les pénuries de bois et ainsi de suite, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit, on devient dépendant de l'élongation logistique, on va dire. C'est-à-dire que pour se procurer la matière, il faut aller la chercher loin. Alors qu'on commence en France à réaliser que finalement, la proximité, et même vous parliez d'autonomie circulaire, ainsi de suite, c'est un sujet qui préoccupe. Vous avez aussi la pression du consommateur, ne l'oublions pas. Maintenant, le consommateur, il veut de l'authentique. Donc, le Made in France, les jouets fabriqués à Taïwan, c'est terminé, ça, ou en Chine, c'est terminé. Les jouets en plastique que les gamins, bon, bref. On aimerait Attention, que ça se termine, mais on aimerait que ça se termine, mais bon, ces gens-là sont capables de rebondir. Maintenant, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a d'autres pays qui deviennent attractifs pour sous-traiter ce genre de fabrication. Ça commence à être le Vietnam, la Thaïlande, hein, le Cambodge, qui suppléent la Chine, en fait. Voilà. Mais il y a toujours ce problème d'élongation logistique, c'est-à-dire maintenant il y a la nouvelle route de l'Arctique qui s'annonce, mais ça veut dire redéployer un système de protection. Bon, c'est la Russie et la Chine qui maîtrisent, sachant que côté américain, c'est le Canada qui sous-traite pour assurer la protection des bateaux, des supertankers qui passent dans la région ou même des porte-conteneurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il va falloir que l'on reconcentre une capacité de fabrication, de conception sur le territoire européen, voire même sur le territoire national. Et pour l'instant, pour y parvenir, il va falloir aussi que l'on arrête de critiquer certains métiers qui sont jugés pénibles et salissants. Et ça fait suite à des politiques catastrophiques qui ont été menées dans les années 80-90, où les personnes destinées à exercer ces emplois étaient considérées sur voie de garage. Il faut que ça change. L'industrie, maintenant, est une industrie de pointe. Quand on apprend qu'ils sont capables de découper certains microns, enfin bref, des données invisibles, même, je vais presque dire au microscope, c'est intéressant. Mais ça veut dire du personnel formé, parce qu'il faut également concevoir ces machines, il faut les faire fonctionner,
Et il faut aussi des personnes qui assurent cette production. Voilà. Tout est redéfini et finalement, ça rentre très bien dans ce que j'étais en train de vous dire précédemment avec la notion de puissance. Il faut que les gens soient autonomes. Le mot-clé, en fait, c'est l'autonomie. Et je sais que le président de la République, M. Macron, en avait parlé de manière, dans un discours, mais malheureusement, je n'arrive plus à remettre une date. Il avait dit la notion de puissance passe par son autonomie. Un pays qui n'a pas d'autonomie de défense, par exemple, n'est pas une puissance. On a pu le voir avec la Turquie, qui s'est retrouvée en pleine opération à Alep, manquer de pièces détachées pour alimenter ses chars ou de carburant et ainsi de suite. Et donc, dans l'urgence, M. Erdogan a dû faire appel à l'achat de matériel auprès de son nouvel allié qui était la Russie, sachant qu'il s'était détourné des Allemands et d'autres fournisseurs européens. Donc là, on a bien la démonstration ici d'une autonomie. Alors là, je vous parle du secteur défense que je maîtrise, mais on peut le voir sur le plan économique, où aujourd'hui, par exemple, on vient, heureusement pour notre industrie, on vient d'apprendre que dans le Nord, ils sont en train de relocaliser des sociétés pour fabriquer des vélos. Puisqu'aujourd'hui, il y a des… Et même hier, pas plus tard que cette semaine, au journal télévisé, vous aviez une entreprise qui a quoi, plus, je ne sais plus, j'entendais dire 600% de chiffre d'affaires, parce que maintenant, le vélo est devenu un véhicule de fonction pour pallier à l'empreinte carbone en se séparant progressivement des véhicules. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ce fabricant de cycles, il s'est retrouvé dépendant d'une industrie japonaise qui fournit les moteurs, de cadres qui sont fabriqués à Taïwan. Donc, il est peut-être temps d'arrêter d'aller voir à l'étranger ce qui se passe et plutôt de se reconcentrer sur une fabrication locale où ces savoir-faire sont perdus, en fait. Non, mais depuis cette croissance perpétuelle et dépendance croissante et une croissance éternelle de ressources, et vous le dessinez en filigrane, c'est pas bon pour la sécurité de l'Europe. Bon, là, on veut mondialement, je parle, faire plus de 2-3% par an de PIB, ou du moins faire croître l'économie de cet ordre-là, ce qui veut dire grosso modo x2 en 30 ans. Comme on ne fabrique pas des voitures avec de l'air et des bâtiments avec de l'eau des océans, il va falloir consommer plus de ressources. Donc on parle de 2 fois plus de tout un tas de trucs, 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus de métaux, 2 fois plus de sable, de bois, peut-être 1,5 de ceci et x3 de cela, mais peu importe, globalement, 2 fois plus d'eau douce, etc. Sachant qu'il y a déjà des questions de métaux critiques, avec certains qui sont localisés dans peu de régions, comme le Chili, qui aussi font face à peut-être des contraintes en eau. Bon, tout ça, ça commence à se tendre. C'est un peu, comme qui dirait, overstretched. Et est-ce que vous voyez derrière ça des risques de conflit par la rue, par la force, etc. Donc, l'Europe, est-ce qu'elle s'y engage? Est-ce qu'elle fait cette course effrénée ou est-ce qu'elle choisit un autre chemin pour rester en dehors de cette folie? Bon, moi, je pense que j'ai fêté mon anniversaire il y a encore très peu de temps et un de mes amis m'a mis j'espère qu'on pourra se réaliser dans ce monde de fous. Sachant que cet ami-là a été chef de cabinet d'une très haute autorité militaire et a eu un long passé militaire, et moi également. Et on a pu échanger vite fait pour ce jour particulier. Maintenant, on a quand même un discours qui se muscle en termes de combat de haute intensité qui a été prononcé par notre chef d'état-major de l'armée de terre. C'est une chose à laquelle il va falloir se préparer. Mais en même temps, les conflits par la ruse ou par la force, c'est bien une réalité. On voit cette compétition chino-américaine sur les fameuses terres rares. On commence à entendre parler, sachant que ces choses-là, ces sujets-là n'ont jamais été évoqués jusqu'à présent. On parle également, je reviens sur cette capacité autonomale de réaliser quelque chose qui rentre dans les facteurs de puissance d'une nation, d'un État, d'une région. Les Européens, finalement, quand on regarde, passent plus de temps à se diviser qu'à s'unir. Ça va peut-être faire bondir certaines personnes, mais n'oublions pas, on a quand même le Brexit. C'est une réalité. Est-ce que le Brexit sera un appel d'air pour d'autres pays? Je pense que oui, notamment les pays de l'Est, les anciens pays de l'Est. Il y a quand même une forme de ras-le-bol où on leur dicte, où les puissances, ou des pères fondateurs, enfin les puissances fondatrices de l'Union européenne leur dictent un petit peu la conduite et leur ligne. On a bien vu ce qui s'est passé avec la crise grecque en 2015. Et voilà. Et là, c'est intéressant au niveau géopolitique.
puisque la Grèce, vous savez, est menacée par la Turquie d'attaque. Bien. L'Europe, avant de se diviser, le seul dont l'industrie va fonctionner pour la Grèce, en compétition encore une fois avec les Américains, c'est la France qui annonce la signature d'un contrat avec la fourniture de l'avion de combat Rafale, le système d'armes Rafale. Mais c'est inviter un nouvel acteur dans la région qui n'est pas européen et qui est très intéressant, Israël. Les solutions israéliennes sont venues au secours de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas en Méditerranée orientale. Idem pour Chypre. Israël propose des solutions pour contrer la Turquie. Mais Israël, beaucoup disent, c'est un État indépendant. Bon, il y en a beaucoup qui annoncent que c'est un État qui est dépendant de la puissance américaine. Certes, cependant, Israël a des solutions. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, elle apporte ces solutions à l'Union européenne. Là, c'est intéressant. Que finalement, il faut arrêter de voir l'Union européenne avec des limites des États du Sud et des États du Nord. Non, ça peut être in extenso, en fait. D'autant qu'aujourd'hui, on entend des bruits de bottes en Ukraine avec la Russie qui mobilise. Mais là, encore une fois, n'étant pas spécialement intéressé, enfin spécialisé sur cette région-là, je préfère plutôt que nos auditeurs se réfèrent aux écrits de certains spécialistes des Balkans et même du Donbass. Il y en a, j'en ai dans mon réseau, et leurs derniers écrits disent tout le contraire. Comme quoi, il y a aussi cette course à la peur dont il faut se méfier d'une certaine presse qui évoque des dangers, puisque ça y est, maintenant qu'ils ont fait peur à tout le monde avec la Covid et le nombre de morts, il va falloir qu'ils fassent peur à tout le monde avec le nombre de morts potentiels, si tant est qu'il y ait un conflit. Oui, il y aura des conflits, soit par la force, soit par la ruse, mais de toute façon, les États vont être obligés de s'entendre pour partager cette richesse, parce que les États qui ont la richesse ne se laisseront pas piller, d'accord ? On pense tout de suite aux nouvelles routes de la soie, telles que Pékin l'entend, c'est-à-dire je vais puiser la ressource et je repars en Chine la transformer. Non, c'est un projet qui ne pourra fonctionner, d'ailleurs qui prend du retard, ne l'oublions pas, qui ne pourra fonctionner que si la sécurité est garantie sur tout l'itinéraire. Et sur certains itinéraires, elle est loin d'être garantie, puisqu'elle a asséché économiquement des économies qui étaient déjà pauvres, que Pékin maintenant se met même en difficulté économiquement, ou dans la mesure où il tente un petit peu ce qu'avaient proposé les Américains, pétrole contre nourriture. Voilà. Donc attention, là, le conflit ouvert, il y en a déjà qui sont en cours, il y en aura d'autres, mais attention, de là à parler d'un monde en guerre, etc., sous le feu, pour l'instant, il y a une concurrence, il y a une compétition entre les grands acteurs que sont la Chine, la Russie, l'Amérique. L'Europe est un petit peu hors sol. L'Europe, elle vit sur des acquis, elle vit sur un espèce de rêve qui, de toute façon, la Covid lui a déjà donné une notion du cauchemar, en fait, puisqu'on a vu cette forme de désunion, même dans les relations entre pays européens, où il y a eu des compétitions sur le prix des masques, sur le prix des respirateurs, où il y a des pays qui sont passés devant les autres, auprès des fournisseurs chinois. Vous voyez ? Donc, quelque part, ça s'est manifesté pour l'instant par des attaques économiques aussi. Mais de là à franchir le pas d'une attaque armée, est-ce que la population est prête à l'entendre et à le recevoir et à l'accepter ? C'est autre chose. C'est autre chose. Tout d'abord, on a raté notre heure chrono, mais ce n'est pas grave du tout. Oui. Je suis responsable des digressions. Pour ceux qui ont été sages, qui ne s'intéressent qu'à la France, on va en parler. Je fais la transition avec ce que vous venez de dire. Récemment, donc Thierry Burkhardt, le chef d'état-major de l'armée de terre, a annoncé que, enfin on le savait déjà un petit peu, mais allait venir le dire dans la presse avant, que la France se préparait, faisait des exercices de préparation à des guerres de haute intensité, c'est-à-dire d'État à État. Et cela va jusqu'à simuler des scénarios de préparation de l'opinion publique et une sorte de communication auprès de l'opinion publique qui aujourd'hui n'est plus du tout apte à recevoir des informations sur des quantités de morts conséquentes. Bon voilà, 100 000 morts du Covid, bon, je n'ose imaginer quel aurait été le choc dans l'opinion publique si c'était 100 000 enfants ou 100 000 trentenaires. Enfin, voilà. On est manifestement prêt à recevoir l'information sur 100 000 morts du profil des morts du Covid. Bon. Et puis là, on parle d'une guerre et non d'une pandémie. Je clôt là-dessus, mais qu'est-ce que vous en savez ? Parce que dans la presse, il n'y a pas
tant Mhm. d'informations que ça. Est-ce que le risque est réel? Est-ce qu'on fait peur? Est-ce que voilà, le nom de Alors, l'ennemi potentiel n'est pas mhm. révélé? On dit à 10 ans, ça pourrait être contre une grande Mhm. puissance et ça pourrait être Mhm. catastrophique. On ne sait même pas Mhm. pourquoi. Est-ce que c'est Mhm. une question de Mhm. ressources? Est-ce que c'est. Bon. Qu'est-ce qu'on. Il y a C'est beaucoup un peu d'inconnus. opaque. Bon, un peu opaque. Bon, très honnêtement, les armées, la problématique de la haute intensité dans les armées n'est pas un sujet nouveau, hein, et remonte à plusieurs décades, on va dire. D'ailleurs, on peut le voir avec le char Leclerc, le char de bataille Leclerc, qui était conçu à l'origine bien pour attaquer des forces rouges, hein, qui était le bloc de l'Est, et finalement qui trouve sa parfaite utilisation dans des conflits ou déploiements à l'étranger, notamment le premier déploiement en 99 au Kosovo, ne l'oublions pas. Parce qu'un char de bataille, c'est un message aussi, hein. On parle de haute intensité. Alors, je pense que le chef d'état-major de l'armée de terre s'y intéresse, puisqu'il est en train de s'apercevoir, au regard des renseignements qu'il a en sa possession, et je pense que s'il mûrit cette réflexion dès à présent, c'est que la population n'est plus préparée aux morts de masse. On a du mal à accepter les morts. Regardez l'étonnement des personnes, l'émoi des personnes, à juste titre, quand on perd des camarades au Mali, des soldats qui servent sous la bannière française, le drapeau. On n'accepte plus la mort. On voit les morts en Afghanistan. Moi-même, dans ma carrière, j'ai déjà perdu 3 personnes en Afghanistan que j'ai connues dans ma carrière, et des gens très proches. Et vous voyez, finalement, ce conflit les a absorbés, alors qu'au début, ils n'étaient pas censés les absorber, puisque c'était principalement des personnes vectrices de paix, va-t-on dire. Maintenant, le combat en haute intensité est une réalité, notamment au Moyen-Orient. La haute intensité, si on traduit, il faut essayer de tenter de déchiffrer, je me trompe peut-être, mais en tous les cas, c'est intense dans la durée et dans la violence de l'engagement. La violence de l'engagement est une réalité, et le conflit en Syrie est un excellent laboratoire. Quand on voit l'engagement de chars lourds au combat en ville, c'est un signal. Quand on voit l'engagement d'hélicoptères pour détruire des structures en ville, c'est un signal. Quand on voit les frappes aériennes en ville ou à la campagne, enfin sur des zones ouvertes ou zones plus difficiles d'accès, c'est un signal. C'est ça la haute intensité, c'est-à-dire la capacité de combattre dans tout milieu. Et les conflits de demain, quand on regarde notamment les futurs chars et armements en cours de définition, c'est pour la haute intensité, c'est-à-dire une capacité. On peut observer par exemple dans le futur char européen, qui est soi-disant franco-allemand, mais qui est déjà presque un échec annoncé, on voit l'augmentation du calibre du canon. C'est pas pour aller ratiboiser les pâquerettes, hein, c'est pour aller détruire de la structure en ville, du béton armé, ces engins-là. Et ce sont les premiers, ce qu'on appelle, dans le milieu militaire, on a un process intéressant, on a ce qu'on appelle les premiers enseignements et les leçons apprises. En combinant les deux, cela change la doctrine que l'on va enseigner aux futurs entrants, c'est-à-dire aux officiers, aux sous-officiers, aux militaires du rang. La haute intensité, c'est ça. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer au niveau de l'équipement. On va avoir un fantassin maintenant avec un exosquelette, c'est-à-dire avec des mules automatiques, des espèces de drones sur roues là, ou sur chenilles qui vont suivre pour porter des sacs. Pourquoi? Parce que tout augmente en poids. Mais avant ça, il faut également penser la haute intensité. Retenez bien, c'est principalement la violence de l'engagement. Et je pense que ce qui intéresse notre chef d'état-major des armées et sa mise en garde, ce n'est pas une utopie, c'est une forme de réalité au regard des conflits qu'il a pu constater et dans lesquels il est partie prenante, puisque regardez, la France est engagée au Sahel et la France est engagée sous d'autres latitudes. Et quand il constate et quand il fait la synthèse des rapports qui lui sont communiqués, la haute intensité, elle oblige aussi à durer dans le temps. D'où haute intensité, intensité par la violence. Il y a aussi autre chose dans ce qu'il dit, c'est-à-dire, oui. La guerre en Syrie, c'est pas d'État à État. Là, c'est une guerre de haute intensité d'État à État. Donc, je sais pas, France contre Turquie. Et de ce que je comprends, c'est pas non plus une guerre par procuration où deux puissances s'affrontent indirectement, etc. C'est vraiment confrontation directe entre deux grosses puissances. Alors, par contre, la première variable d'ajustement dans ce type de conflit, c'est l'attaque avec les proxys. Là, par contre, c'est déjà une variable d'ajustement. On parle de haute intensité. Moi, l'histoire
comment dire, il faut une déclaration de guerre, qu'on soit bien d'accord. En géopolitique, il vous faut des textes pour déclarer la guerre à un autre. On l'a bien vu avec, regardez, la triplice, la triple entente lors de la Première Guerre mondiale et ensuite le jeu des alliances au moment de la Seconde Guerre mondiale. Je vois difficilement la Russie attaquer frontalement tel ou tel État. Elle le fera de manière beaucoup plus perfide, où on dit la Russie qui est un ennemi, mais sachant que la Russie est européenne, ne l'oublions pas que la Russie et l'Europe partagent des ennemis communs. Et moi, je trouve complètement délirant de s'opposer en permanence avec des sanctions contre M. Poutine. Attention, je ne défends pas M. Poutine. Mais par contre, nous avons des ennemis communs, qu'est le terrorisme. Et malheureusement, on a pu voir, on parlait de conflits de haute intensité, regardez ce qui s'est passé l'année dernière avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est bien une démonstration de ce que sera le conflit de demain. Il y a eu du sponsoring des deux côtés. Il y a eu un sponsor russe et un sponsor turc et d'autres sponsors iraniens un peu discrets. Mais là, vous voyez, c'est ça. Pour l'instant, c'est ce que je suis en train de vous évoquer, c'est par proxy interposé. Sauf que là, le cas frontal Arménie-Azerbaïdjan, là, c'est, comme vous l'avez annoncé, c'est une forme de guerre d'État-État, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, attention, en termes de droit international, là, ça a des conséquences complètement différentes. C'est-à-dire que vous combattez pour un État et non pour une idée. Après, ça aura des répercussions sur le problème des prisonniers de guerre. Ouais. Parce que la Convention de Genève ne s'applique pas, ne l'oublions pas. D'accord. Très bien, non, mais à suivre, merci, ça éclaircit. Est-ce qu'on termine sur une note, bon, je ne sais même pas si elle est positive ou négative, vous nous direz, les moyens militaires que la France a affichés, déployés pendant la crise du Covid au service de la société civile, donc pas pour faire la guerre, mais une autre facette qu'on a tendance à oublier aussi de notre armée, notamment avec le soutien à Mulhouse, par exemple, des hôpitaux, mais qu'est-ce que ça vous a évoqué? Alors en fait, pour conclure, alors c'est un sujet que j'avais abordé lors de notre premier entretien en février de l'an dernier. Finalement, ce qui est très intéressant de voir, cette crise de la Covid a été capable de multiplier la mobilisation de nombreux moyens, notamment des sociétés civiles comme la Société de transport ferroviaire, mais également militaires. En fait, l'armée a démontré des capacités d'engagement sur le sol national, puisque c'est avant tout, je le rappelle, sa fonction première, et également la mobilisation de personnel qualifié, l'hôpital militaire sur Mulhouse, qui a été déployé, qui était un défi logistique également pour les armées. Sa capacité de projection a été montrée, y compris sur le territoire national, mais également la mobilisation de moyens militaires que l'on peut convertir. Je pense aux fameux avions de transport qui sont modulaires en fait et qui ont pu accueillir nos malades pour assurer des déplacements stratégiques entre des régions très éloignées. Mulhouse-Toulouse, enfin bref, des vols au parcours improbable. Mais en fait, à l'heure où la population pourrait contester l'engagement de dépenses militaires conséquentes, puisque les budgets militaires sont stables, voire même en augmentation au regard de la situation et de la volatilité de la situation, cela justifierait en fait cet engagement. Ils ne sont pas désignés que pour faire la guerre, mais peuvent également protéger, assurer une mobilité pour la population civile, et n'oublions pas que l'armée d'un État est au service de cette population. C'est l'armée de la République, ne l'oublions pas, c'est une notion très importante. Oui, non, parce qu'on pourrait imaginer tout un tas d'interventions militaires, je dirais, inhabituelles à l'avenir en cas de rupture d'approvisionnement de la chaîne alimentaire, ce qui d'ailleurs n'a pas été loin d'être le cas en mars dernier, si on référence à l'enquête du Figaro sur le sujet. En cas de conflit intérieur, alors insurrection ou conflit communautaire, ou que sais-je, en cas de crue centennale de Paris, il y a des choses de prévues, mais on l'avait évoqué. On l'avait évoqué lors de notre entretien il y a un an. Dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mythe de levée de masse, comme quoi c'est bon, on enverra l'armée, alors qu'en vérité, on n'a pas forcément les effectifs nécessaires et l'emprise territoriale et le nombre suffisant, tout simplement. Même si cela pourrait changer, il pense que, il pourrait y avoir inflexion sur l'intérêt aussi des Français à devenir réservistes et à offrir leurs compétences en cas de tel ou tel conflit. Mais dans ma compréhension, aujourd'hui, on est loin de cette capacité de mobilisation qu'on a pu avoir par le passé. Alors, je pense qu'attention, il y a une idée qu'il faut vraiment que nos auditeurs prennent en compte. L'armée est professionnelle. C'est-à-dire il n'y a plus le brassage qu'offrait le service national. Déjà,
comme l'indiquent certains de mes contacts qui sont en poste au ministère des Armées, il y a une réduction budgétaire, il y a une réduction des casernes, il y a une réduction des vecteurs, puisque les vecteurs sont de plus en plus polyvalents, mais également de plus en plus chers. Et il y a aussi un peu moins d'engouement pour l'engagement. L'effet de je m'engage pour la patrie suite aux attentats de 2015 est tombé. On a des personnes qui maintenant sont sous contrat, des contrats courts, et c'est 5 ans, voire 3 ans. Bon, maintenant, avec la nouvelle politique de recrutement, ça a peut-être changé. On parle de réservistes, oui, il y a les réserves. D'ailleurs, la réserve a démontré ses capacités d'engagement. Mais la réserve, si elle n'est pas formée régulièrement, elle n'est pas capable d'avoir ces capacités d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut la former sur les nouveaux matériels, sur la nouvelle doctrine qui est en cours, etc. Donc, c'est un travail de fond. Notre armée, enfin l'armée française a su répondre présente à cet enjeu. Pourquoi? Parce qu'elle est professionnelle. C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont en permanence en formation, qui sont en permanence en train d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles tactiques, de nouvelles stratégies, justement à ce que j'étais en train d'évoquer au conflit par rapport à l'enseignement qu'ils ont acquis avec les conflits passés, présents et peut-être futurs pour lesquels il faudra anticiper. Voilà, c'est très important. Voilà. Voilà. Si ça peut aider, voilà. Oui, et puis n'hésitez pas, Manuel, aussi à m'envoyer des liens vers des articles, etc., sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués, ou certains, pour que les auditeurs puissent creuser, parce qu'on est là plutôt à ouvrir des portes, on a brassé assez large, et je vous félicite pour votre capacité aussi à répondre du tac au tac à tout un tas de questions que je soulève comme ça, parce que ça me traverse l'esprit. Merci à vous, espérons qu'il y aura d'autres possibilités sur plan B de m'exprimer sur la géopolitique et toutes les questions que vous pourriez éventuellement amener à me poser dans un futur proche, espérons-le en tout cas. Oui, non, faisons des points parce que le monde bouge vite et vous avez votre regard posé et structuré dessus. Il va vite et très vite même. Merci beaucoup Manuel et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Cyrus, au plaisir, au revoir.